Bonjour à tout le monde, bonjour. C'est Dr Ndiaye, je suis enseignant-chercheur à l'Institut supérieur d'informatique de Dakar. C'est moi qui déroule un peu ce module-là sur les systèmes en environnement Linux. Tout en sachant que ce support-là, vous verrez que la présentation commencera à partir du troisième chapitre, comme on peut le dire, dans ce support-là. Parce que les deux premiers chapitres sont concentrés à tout ce qui est environnement et installation et autres. Donc je suppose que déjà vous tous vous êtes habitués à installer Ubuntu ou bien une distribution de Linux, quel que soit laquelle en fait. Du coup, nous on va aller directement au niveau du troisième chapitre où on va commencer à exploiter l'administration système de base. Et au fur et à mesure qu'on avance, les chapitres qui vont venir vont approfondir. Au plus qu'on avance, on ira jusqu'à atteindre maintenant le niveau avancé d'admin système en environnement Linux. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer le chapitre 3 que vous verrez déjà ici, où on parle directement de tout ce qui est commande de base. Et donc comme objectif de ce chapitre là, et en même temps le contenu que nous allons dérouler ensemble au niveau de ce chapitre là, ici nous parlerons comme objectif. Donc après l'étude de ce chapitre, le lecteur connaît les principales commandes en mode texte du système d'exploitation Linux, ce qui lui permet donc de copier, lister, détruire des fichiers, etc. Il va connaître aussi les principaux caractères du shell, c'est-à-dire donc du terminal que vous avez l'habitude d'ouvrir au niveau des distributions de Linux, et va savoir aussi éditer des fichiers en utilisant un éditeur de texte comme Vim, voilà, VI. Il y en a aussi d'autres éditeurs de texte que vous pouvez peut-être connaître, à savoir Nano, Gedit, etc. Des éditeurs de texte que vous avez l'habitude donc d'exploiter. Et comme contenu de ce support là, nous allons aborder au niveau de ce support la partie sur l'arborescence du système, n'est-ce pas? On parlera donc sur comment le système d'exploitation est structuré. On parlera des attributs des fichiers en quelque sorte. On parlera aussi des commandes, parce qu'un fichier que vous avez aussi a un ensemble d'attributs, parmi lesquels nous allons y revenir. En même temps, on parlera de quelques commandes Linux, n'est-ce pas? Et rebondir au niveau du shell. Le shell aussi, qui est le terminal, qui est un programme, voilà, qui permet donc de taper des commandes, etc. On parlera aussi de l'éditeur de commandes qu'on appelle VI, l'éditeur Vim, mais éventuellement on terminera cette partie-là par les commandes nano, par les commandes find autant pour moi. Donc la commande find aussi, qui est une commande qui va permettre de faire de la recherche, n'est-ce pas, sur Linux. Voilà, donc ce sera le contenu de ce chapitre-là. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer la première partie qui parle d'arborescence du système Linux. Donc par rapport à cette arborescence, comme vous l'avez vu, le système Linux donc est un système qui est arborescent, dont la racine de ce système-là est ce qu'on appelle le slash. Le slash donc c'est le répertoire qui est la racine, qui porte donc en quelque sorte tous les autres répertoires au niveau du système d'exploitation Linux, parmi lesquels nous avons le répertoire bin, le répertoire dev, tmp, dc, usr, var, etc., etc. Il y en a plusieurs autres répertoires. Et peut-être en pratique, une fois qu'on abordera la pratique des séances de pratique, peut-être vous verrez que une fois vous faites, par exemple, vous listez le contenu de ce répertoire racine qui est le slash, vous verrez plusieurs autres répertoires qui sont liés directement au répertoire racine. Et donc chacun de ces répertoires aussi peut avoir des sous-répertoires ou éventuellement des fichiers. Il faut noter ici que sur le système Linux, comme on parle d'arbre, il y a la notion de tronc, de feuilles, de branches, etc. Donc les feuilles ici, comme on peut considérer comme étant feuilles, ce sont des fichiers. Et tous les autres branches et autres, on les considère ici comme étant les répertoires ou les dossiers en quelque sorte. Et donc la manière de manipuler, la manière de travailler aussi aura un sens en fait au niveau de cette arborescence là. Et donc ça va nous permettre d'aborder quelques fichiers sur cette arborescence là. Par exemple, et vous verrez que à chaque fois qu'on vous parlez d'un nom d'un répertoire, on met un slash devant.
On met un slash, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc on part à partir de la racine du système. Donc si on met un slash bin, slash, c'est-à-dire quoi? C'est le répertoire là, quel est son rôle? C'est le répertoire contenant les principales commandes, comme les commandes ls, les commandes cp, etc. que vous avez vu listé à ce niveau-là. Après, nous avons le répertoire slash boot. Vous avez bien vu, donc même boot n'est pas précisé dans ce qu'on a dans nos schémas, mais aussi son répertoire de la racine. Slash boot qui est le répertoire contenant les fichiers de démarrage. Le slash dev contenant les fichiers périphériques, tout ce qui est lié aux périphériques. Le slash etc, tout ce qui est lié aux configurations du système. Mais le slash home, c'est le répertoire qui contient tous les répertoires des utilisateurs qui sont au niveau de votre système. Le slash lib, c'est un répertoire qui contient quoi? Les bibliothèques standards. Après, nous avons le répertoire slash mnt, qui n'est rien d'autre aussi qu'un répertoire qui permettant des montages temporaires, FS, de type FS en quelque sorte. Après, nous avons le slash opt, qui n'est rien d'autre aussi qu'un répertoire contenant des applications, qui est une autre alternative qu'on dit du répertoire U/USR. Le slash pros, qui n'est lié au noyau, n'est-ce pas? Donc, qui fait un répertoire qui sert d'interface entre le noyau, n'est-ce pas? On a le répertoire slash root. Donc, comme vous l'avez vu, la racine tout à l'heure, on avait dit en parenthèse root. Donc, c'est le répertoire qui est lié à l'administration du système, l'administrateur du système. Nous avons le répertoire slash bin, sbin, qui est aussi un répertoire contenant des commandes d'administration du système. Le TMP contient donc tout ce qui est fichier temporaire, n'est-ce pas, comme son nom l'indique. Le slash USR, c'est un répertoire contenant les applications, les bibliothèques des utilisateurs. Dans ce répertoire-là, dans l'arbre récent tout à l'heure, vous avez vu donc après USR, il y a le bin, il y a le local qui descend. Donc on dit donc si on est dans le slash bin, c'est un répertoire contenant d'autres commandes. Et le slash local aussi, c'est un répertoire contenant les logiciels libres en open source, en quelque sorte. On a le slash var qui contenant des fichiers résultant de l'exploitation, parmi lesquels on a le sous-dossier de var, qui est un répertoire qui est lié à tout ce qui est log, en fait, tout ce qui est journaux, la journalisation, en fait, les fichiers de log en quelque sorte, au niveau de votre système d'exploitation, pour avoir donc votre journal de base, quoi, en quelque sorte, un tableau de bord pour tout ce qui est log système. Après donc avoir exploité ces différentes fichiers là dans l'arbre essence, maintenant un élément qui est important ici, c'est quoi? Savoir donc quitter un répertoire vers un autre, c'est qu'on appelle ici donc un chemin. Le chemin qui va nous permettre de quitter un répertoire pour aller vers un autre répertoire, etc. Parmi ces éléments là maintenant, Linux met en place deux types de chemins. Il y a ce qu'on appelle le chemin absolu et il y a ce qu'on appelle aussi le chemin relatif. Donc un chemin relatif, c'est quoi? Un chemin absolu d'abord, c'est quoi? C'est un chemin qui part depuis la racine de votre système, c'est-à-dire donc qui part depuis le slash. Donc à chaque fois que vous avez sur Linux un chemin précisé à partir duquel on met quoi? Slash suivi du texte, sachez que ce chemin-là part depuis la racine, donc c'est un chemin absolu. Donc au début, il y a toujours un slash, si on parle de chemin absolu. Exemple de chemin absolu ici, on dit quoi? Slash var, slash log, slash message. Donc ça, c'est un chemin absolu parce que ça démarre par un slash et ça donne tous les répertoires traversés jusqu'à arriver au répertoire ou bien au fichier message. Donc le fichier message est dans le répertoire log, qui lui-même est dans le répertoire var, n'est-ce pas, qui lui-même est dans la racine, c'est-à-dire donc qui est un sous-répertoire de la racine. Et du coup donc c'est comme ça que la lecture d'un chemin absolu est faite. Après nous avons le chemin relatif. Le chemin relatif maintenant, contrairement au chemin absolu, le chemin relatif, lui, indique l'emplacement de votre répertoire de travail ou bien de votre répertoire courant. Donc, c'est ça. Il indique donc le chemin. Si vous dites chemin relatif, c'est-à-dire donc vous précisez à partir de l'emplacement de votre répertoire de travail. C'est-à-dire donc à partir de votre répertoire courant. Donc, un chemin relatif, on peut dire quoi? Donc, c'est le chemin qui quitte depuis le répertoire courant ou bien depuis le répertoire de travail. Vous voyez? Donc, et à partir de là, donc, vous pouvez partir vers le
les informations demandées. Donc tout à l'heure, par rapport à notre lien, si on disait disait tout simplement message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier qui est trouvé dans /var /log /message, si le répertoire courant est /var /log. Donc on peut, ça c'est par rapport au chemin relatif. On peut dire, mais on peut atteindre directement un message ou bien ouvrir directement le fichier message si, en précisant juste message, ça suppose qu'on est dans le répertoire /var /log, dans lequel si on liste son contenu de log, on verra qu'à l'intérieur on a directement un message. Après on peut dire quoi? ./message. ./message aussi, ça veut dire qu'on est dans le même répertoire /var /log, parce que le point spécifie le répertoire courant. Le point / donc ça spécifie que le point c'est le répertoire courant. Je mets / et parce que les répertoires aussi sont toujours séparés par un /. Et je mets / et je pars vers le fichier message. Donc là aussi c'est idem. Ça suppose que toujours on est dans le répertoire /var /log. On peut faire directement aussi log /message. Vous avez vu que ici toujours il n'y a pas un / qui est au début. Donc ça veut dire qu'on est toujours en sommet relatif. Donc le fichier /var /log /message aussi, si on est dans la même situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans /var directement. Donc ça veut dire qu'on est dans /var directement. Est-ce que vous voyez? Dans /var directement. Pourquoi? Parce que c'est dans var où on retrouve le log. Le point aussi important, le point /message. Le point en Linux, si on dit point, ça veut dire qu'à chaque fois on doit reculer jusqu'au parent du répertoire actuel, n'est-ce pas? On recule jusqu'au parent du répertoire actuel. Donc si on dit point, pour aller maintenant dans le message, ça veut dire quoi? Dans le répertoire parent, on était dans un autre répertoire dont pour y arriver, il faut mieux reculer encore pour arriver au parent, pour après redescendre vers le fichier concerné. Donc si on dit point /log /message aussi, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Que le répertoire log, pour arriver à log, il faut que je recule encore du parent. Ça veut dire quoi? Donc dans mon var, j'étais dans un autre sous-répertoire de var. Par exemple, spool. N'est-ce pas? Et du coup, donc, il faut que je recule jusqu'à var pour aller encore dans log. Donc ça fait à la remarque qui est la suivante. Dans ces chemins, le point et le point représentent respectivement le répertoire courant et le répertoire parent du répertoire courant. Vous voyez, donc c'est ça que point et le point spécifie. Donc c'est un peu le schéma de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au chemin. Là, depuis la racine, je descends dans var, mais var a deux répertoires, a deux sous-répertoires, le log et le spool. Donc dans log lui aussi, ses sous-descendants, on a le HTTPD et le répertoire message. Donc si je suis dans HTTPD, pour aller dans message, il faut que je recule encore vers le parent de HTTPD. C'est-à-dire donc je dois faire un point /. Un point donc je descends à log. Et je pars maintenant dans message, ça va me dire point et je descends à message. Du coup donc je vais point / message. Si je suis dans spool et je dois aller dans message, il faut que je recule encore dans var. Donc je dois faire un point / log pour dire quoi? Point je descends dans var et je dis /log /message encore pour revenir dans le répertoire message. Donc ici la notion de point et de point pour dire quoi? Le répertoire courant et le répertoire parent. Donc un répertoire courant est toujours spécifié par un point et le répertoire parent par un point. Donc pour ça aussi on a des commandes comme les commandes tree, n'est-ce pas, qui permettent d'afficher sous forme arborescente une arborescente donc du fichier sous forme d'arbre. Donc là où vous êtes dans votre répertoire courant, vous envoyez la commande tree, il va afficher sous forme arborescente votre répertoire courant. La commande find, elle aussi va permettre de rechercher les fichiers dans une arborescence. Find, rechercher. Donc, selon des critères, etc., je veux rechercher un fichier nommé Toto. Dans mon système de fichiers, par exemple, je peux utiliser la commande find. La commande ls-R, elle aussi va permettre de faire quoi? D'afficher le contenu d'une arborescence de fichiers. N'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des commandes, quelques commandes qui permettent de faire des manipulations d'affichage, de recherche, etc. au niveau donc de votre système de fichiers.
Après, nous avons l'autre point qui parle des attributs des fichiers. C'est-à-dire donc les attributs des fichiers ici. Donc pour ces attributs des fichiers-là, qu'est-ce que nous avons? Pour ces attributs des fichiers-là, nous avons les principaux attributs d'un fichier, c'est quoi? Nous avons le type de fichier. Ça aussi, c'est une information très importante, on verra en bas. Nous avons les droits sur les fichiers, ça aussi c'est un attribut. Nous avons le propriétaire du fichier, qui est aussi un attribut, n'est-ce pas? Nous avons le groupe où appartient le fichier en question, qui est un attribut. Nous avons aussi la taille d'un fichier, qui est un attribut, mais éventuellement la date de dernière modification. La date de dernière modification de votre fichier, n'est-ce pas? La date donc de dernière modification de votre fichier qui est ici quoi? Ou éventuellement de création et de dernier accès, n'est-ce pas? Donc ça, ce sont les attributs qu'on peut retrouver sur un fichier. Maintenant, par rapport à ces attributs-là, si on prend l'attribut type de fichier, donc l'attribut type de fichier, c'est quoi? Ordinaire. Si on a un fichier ordinaire, ça veut dire quoi? Cet attribut-là, on a un caractère qui est quoi? Qui est en moins, n'est-ce pas? On aura donc le caractère qui est le moins qui est représenté ici, n'est-ce pas? Si l'attribut est en D, n'est-ce pas? Si l'attribut est en D, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un répertoire comme information à la fin de votre... On verra dans la pratique tout à l'heure. Si l'attribut est un périphérique, c'est-à-dire donc si on a le caractère C ou B, on a un périphérique, un device. Si on a un L, ça veut dire quoi? On fait allusion à un lien symbolique. Ou bien des fichiers IPC, pour dire quoi donc? Pour dire que interne, process, communication. Ou des tubes, ou des sockets, on a le caractère DP ou bien des S, n'est-ce pas? Donc un fichier ordinaire est composé de 0 à plusieurs octets, n'est-ce pas? Fichier ordinaire de 0 à plusieurs octets. Un fichier lien symbolique permet d'accéder à un autre fichier, n'est-ce pas? On verra peut-être en pratique comment on peut créer un lien symbolique, etc. Donc le nom du fichier lié apparaît derrière une flèche, n'est-ce pas? Ça c'est par rapport au lien dans la commande ls. ls par exemple pour permettre lister, n'est-ce pas? Donc le fichier IPC donc les fichiers IPC, autant pour moi, permettent la communication entre applications, notamment les fichiers sockets, n'est-ce pas, peuvent remplacer les sockets réseau lorsque le client et le serveur se trouvent sur le même poste. Ça, ce sont les sockets, les communications qui peuvent exister entre le client et le serveur. Donc, on utilisera ce qu'on appelle des sockets. Donc, par rapport à la commande ls, par exemple, pour ce contenu-là, si vous voyez bien ici, si on envoie sur notre shell, sur notre terminal, la commande ls-l sur le nom d'un fichier donné, un fichier en quelconque, vous voyez donc l'information qui est affichée sur une ligne, où au premier caractère on a le type de fichier. Ici donc on a un moins, ça veut dire quoi? On a un fichier ordinaire. Si on avait un D, ça veut dire que le fichier, l'information qui est à la fin, ça sera un répertoire. Après ce qui suit, on a un autre caractère qu'on va revoir dans la suite. Après on a le root, qui veut dire quoi? C'est le propriétaire du fichier. Après on a le bin, qui est donc le groupe propriétaire du fichier en question. On a la taille 153, la taille en octet donc de ce fichier-là, et la date de dernière modification de ce fichier-là, qui est juillet, etc. Et enfin, on a le chemin qui mène donc vers votre fichier-là en question. Ici donc, si on fait un ls-l dans notre répertoire de travail actuel, par exemple, on obtient une taille de 8, et ici vous avez donc les différents attributs donc de votre fichier, le moins, le L, le C, le B, le D, le S, le P en début de chaque ligne vont donc spécifier quelle est l'information que nous avons de l'autre côté. Ici où on a le L par exemple en premier caractère, nous avons ici c'est un lien symbolique où on a dit tout à l'heure qu'il y a une flèche qui lie le premier fichier au second. Donc on a un lien symbolique entre etc password qui a un lien symbolique avec password directement, n'est-ce pas? Et ici donc les différents caractères, le C, le B, le D, le S, le P, tous ces caractères là donc permettent de spécifier le type donc de votre fichier en question. C'est donc l'attribut type de fichier.
etc. Après, donc, on aborde toujours les commandes, n'est-ce pas? Mais ici, on parle des commandes de gestion de fichiers et de répertoire. Les commandes qui vont faire la gestion de fichiers et de répertoire. Parmi ces commandes, nous avons la commande ls. ls qui permet de liste donc les fichiers d'un répertoire, affiche les attributs d'un fichier. Donc, c'est ça que fait la commande ls. Après, nous avons la commande cp, copie, qui permet de copier des fichiers, n'est-ce pas, ou des répertoires avec des options, parce qu'il y a aussi les commandes aussi ont tous des options. Et il y a une commande très importante qu'il fallait même commencer au début, qu'on appelle la commande man, le manuel. Man, qui permet de faire quoi? Qui permet tout simplement d'avoir le manuel d'utilisation sur une commande en question. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas toutes les commandes qui ont des manuels. Comme la commande cd, elle n'a pas de manuel, par exemple. On a la commande rm qui permet de supprimer un fichier. Faites très attention avec cette commande rm parce qu'il ne faut pas supprimer pour supprimer. Voilà. On a aussi la commande mv, move, qui permet de faire quoi? Qui permet de déplacer ou de renommer un fichier. On verra un cas pratique par rapport à ça. Nous avons aussi les commandes ln qui permettent de créer des liens, que ce soit le lien symbolique ou un lien physique. Selon les options, la commande ln permet de créer ces liens-là. Nous avons aussi les commandes pwd. pwd qui permet d'afficher quel est mon répertoire de travail, bien quel est mon répertoire courant. La commande cd, comme on avait dit, qui permet de changer de répertoire. Donc, elle va me permettre de me déplacer dans l'arborescence du système, de quitter un répertoire vers un autre. Nous avons aussi la commande mkdir, make directory, qui permet de créer un répertoire. Nous avons aussi les commandes find, qui permettent de faire quoi? De rechercher un répertoire, un fichier en quelque sorte dans notre système de fichiers. Nous avons les commandes comme git, more et less, qui affichent le contenu d'un fichier sur l'écran, bien sûr le terminal, en quelque sorte. La commande file aussi qui permettent de faire quoi? D'afficher le type d'un fichier. Si vous voulez savoir quel est le type de mon fichier, je fais un file et j'obtiens donc quel est le type de mon fichier en question. Nous avons aussi les commandes qu'on appelle des commandes utilitaires. Parmi ces commandes-là, nous avons les commandes comme grep qui permettent de rechercher, recherche donc de chaînes dans un fichier. Je veux rechercher combien de totaux, ou bien où sont les totaux dans mon fichier. Je fais un grep. Je peux faire un grep pour rechercher tous les fichiers, par exemple, qui commencent par totaux, etc. Ou bien qui ont comme extension, ainsi de suite. Je peux faire quoi encore? Je peux utiliser la commande short. La commande short. La commande short, donc, c'est une commande qui permet de faire un tri. Qui permet donc de faire un tri, n'est-ce pas? Tri d'un fichier. Après, nous avons la commande tel, qui affiche la fin d'un fichier. Tel aussi, c'est une commande très importante par rapport au cas où vous voulez visualiser les logs. Par rapport au cas où vous voulez visualiser les logs du système. N'est-ce pas? Si vous voulez visualiser les logs du système, c'est en ce moment-là que vous faites la commande tel. Tel, par exemple, sur un var log MySQL, par exemple. Voilà. Et là, donc, vous verrez quels sont les différents logs qui arrivent au niveau de votre fichier. Parce qu'il va vous permettre d'ouvrir la fin du fichier. Parce qu'il y a aussi des options. Comme l'option -f, par exemple. Les commandes head, par exemple, qui va permettre d'afficher les premières lignes de votre fichier. Le début de votre fichier. N'est-ce pas? Le head -n10, il va m'afficher les 10 premières lignes de mon fichier que j'ai donné en question. Il y a les commandes wc qui permettent aussi d'afficher quoi? Le nombre de lignes, de mots et de caractères d'un fichier en question. Voilà donc comme documentation aussi, hein, pour aller plus loin, le support là a mis en place une documentation internet que vous pouvez exploiter pour avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce qui est lié aux commandes. Maintenant, l'autre point, ça sera quoi? On va aborder le shell. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'est rien d'autre qu'un programme, un interpréteur de commandes. Un programme qui va permettre donc d'interpréter les commandes que vous avez. Donc, le shell ou interpréteur de commandes est le logiciel, n'est-ce pas, que vous utilisez à tout instant. Le terminal, en quelque sorte, par exemple. Il vous permet d'activer des commandes soit de manière interactive, soit de manière programmée. La principale difficulté du shell est qu'il utilise une multitude de caractères
spéciaux. Donc là aussi, il faut savoir quels sont les caractères spéciaux utilisés par le shell, etc. Après, on parle de scripts, les scripts. Donc, un script est un processus et une procédure de commande écrite en shell, n'est-ce pas? La session d'un utilisateur peut être paramétrée par des scripts qui sont exécutés automatiquement dès l'instant que vous démarrez votre session, c'est-à-dire dès l'instant que vous ouvrez votre session, n'est-ce pas? Donc, cette session d'utilisation-là, d'utilisateur-là peut être programmée, n'est-ce pas? Et que ça démarre automatiquement au démarrage de la session. Donc, pour savoir beaucoup plus maintenant sur les caractères spéciaux qui sont utilisés avec le shell, ici on a par exemple ce qu'on appelle la redirection de fichier. Si on veut faire de la redirection de fichier, c'est le fichier quoi? Les caractères supérieurs ou égal, supérieur doublement je veux dire, inférieur, pipe, etc. On a aussi ce qu'on appelle des jokers. Des jokers comme quoi? Comme l'étoile, le point d'interrogation, les crochets, etc. Nous avons aussi la protection des caractères spéciaux, où on met entre griffes simples, ou bien on fait entre griffes doubles, ou éventuellement on utilise l'anti-slash, n'est-ce pas? Nous avons aussi le référencement de variables. Le référencement de variables pour dire quoi? Le dollar. Donc, si on verra ça dans les variables d'environnement, où on veut afficher la valeur de cette variable d'environnement-là, il faut précéder cela par un dollar. L'interprétation de commande maintenant. Ça, c'est maintenant pour que au lieu d'utiliser des codes simples, il faut utiliser ce qu'on appelle des anticodes. On verra ça au cas où c'est la commande qui doit faire une interprétation. Il faut donc utiliser des anticodes. La séparation des commandes en saut de ligne, n'est-ce pas, avec l'anti/n par exemple, etc. La séparation des arguments, des espaces ou des tabulations, tout simplement. Mais éventuellement, le début du commentaire qui est en dièse, le répertoire de connexion ici qui est spécifié par un tilde, n'est-ce pas, et tous les autres caractères que vous pouvez avoir, tels que les accolades, les parenthèses, les commerciales, etc., etc. Donc ça, il y en a plusieurs multitudes de caractères spéciaux que vous pouvez, la documentation pour vous permettre donc de pouvoir bien comprendre. La remarque donc, il faut connaître l'ensemble des caractères spéciaux pour savoir s'il faut les protéger ou non. Donc c'est une remarque qu'il faut faire. Tu vois donc, c'est ça la remarque. C'est ça la remarque en quelque sorte qui est utilisée. Donc après maintenant on a les redirections. Les redirections tout à l'heure, on a listé des redirections comme supérieur. Si je mets supérieur, un fichier donné, ça veut dire quoi? Redirige la sortie standard, le std-in, d'une commande dans un fichier. C'est-à-dire si vous voulez que la commande ls-l par exemple sur un répertoire courant envoie le résultat vers un fichier que vous nommez fichier ou bien je sais pas quoi, moi la .txt, etc. On utilise les redirections. Du coup donc cette sortie là est directement donc insérée dans le fichier que vous avez spécifié. Mais il va écraser le contenu si ce fichier là avait un contenu. Si on double maintenant le signe supérieur sur le fichier en question, la destination, ici c'est idem, on va envoyer la sortie, mais on n'écrase pas, on va insérer en fin de fichier. Donc c'est ça seulement la différence, si on double ou bien si on ne double pas les signes supérieurs. Le signe inférieur maintenant va rediriger l'entrée standard d'une commande à partir d'un fichier. Donc vous avez donc à partir d'un fichier, vous voulez que tout soit redirigé, on utilisera le signe inférieur à partir du fichier en question. Nous avons aussi le pipe qu'on peut utiliser, cmd1, pipe, cmd2, c'est-à-dire barre verticale qu'on appelle un pipe ici. Redirige la sortie standard d'une commande cmd1 en tant qu'entrée standard d'une autre commande qui est ici cmd2. Donc à chaque fois que vous avez un pipe, un filtre, ça veut dire quoi? Donc la sortie de le résultat de la première commande est utilisé pour être une entrée de la deuxième commande.
voyez donc c'est ça que le filtre permet de faire. Après, nous avons aussi les jokers, comme le étoile, qui est une suite quelconque de caractères quelconques, voilà, dont on a dans un nom de fichier. Donc, n'importe quoi, quelconque, le étoile. Le point d'interrogation, un caractère quelconque dans un nom de fichier. Un caractère, le point d'interrogation, un caractère. Entre crochets, cette fois-ci, ça veut dire quoi? Un des caractères compris entre les crochets dans un nom de fichier. C'est-à-dire donc, vous spécifiez entre crochets A, B, C, etc. Donc, il y aura un qui est présent donc dans un nom de votre fichier. La protection toujours des caractères spéciaux, on a le anti-slash qui va faire quoi? Annule la signification du caractère suivant. Après, nous avons les codes simples, voilà, qui vont faire quoi? Ils annulent la signification de l'ensemble des caractères compris entre les codes. Si on double les codes, cette fois-ci, c'est idem, mais les référencements de variables sont effacés, sont autant pour moi effectués, ainsi que l'interprétation de commande. Donc ça, la différence entre on double les codes ou bien on met des codes simples. Maintenant, attention, qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là? La bonne utilisation des caractères de protection est un important challenge de la maîtrise du shell. Donc, bien utiliser donc la protection de ces caractères-là, parce que ça va vous permettre de maîtriser l'utilisation du shell. N'est-ce pas? Protéger un ou plusieurs caractères signifie que le shell n'interprète pas ces caractères-là. N'est-ce pas? En conséquent, ils sont transmis directement à la commande en cours. Donc le shell n'interprète pas, il va les transmettre directement à la commande en cours. Donc le problème est le suivant dans ce cas. Un caractère doit être interprété par le shell ou par la commande. Ça, c'est le problème. Maintenant, dès l'instant que ça doit être interprété par la commande, il doit être entre anticodes. Dès l'instant que la commande doit l'interpréter. C'est ça que nous avons ici donc comme l'interprétation de commande avec des anticodes que nous avons. Vous donnez votre commande où on fait quoi? On met un dollar entre parenthèses CMD. Là maintenant on saura que c'est ça doit les caractères de protection que vous avez utilisés doivent être interprétés par la commande en question. Donc à ce moment-là, la commande va les interpréter. Donc les arguments d'une commande peuvent être générés par une autre commande. Il suffit de mettre celle-ci entre anticodes, n'est-ce pas? Une autre syntaxe utilise les parenthèses, n'est-ce pas? C'est la syntaxe la plus récente, mais elle est plus claire à la relecture. Donc les parenthèses, qui est une syntaxe récente au lieu d'utiliser des anticodes. Après, nous avons les variables d'environnement. Parmi ces variables d'environnement-là, nous avons le home, tout en majuscule, home, qui est le répertoire de travail. Donc, si vous voulez savoir lister à partir du terminal, afficher votre répertoire de travail, vous utilisez cette variable d'environnement home, n'est-ce pas? Mais la lecture, pour la valeur, il faut donc la précéder d'un caractère $. Le path qui est quoi donc? Les chemins des répertoires où sont recherchées les commandes. Séparés par quoi? Par des 2 points. Donc ça, c'est les chemins. Après, nous avons quoi? Le env. Nous avons donc le env. Le chemin d'un script, le env, c'est-à-dire donc l'environnement en quelque sorte. Donc le chemin d'un script déclenché pour toute instance de shell. Par exemple, dans celui associé à une fenêtre de terminal. Celui associé donc à une fenêtre de terminal. Donc c'est ça donc le env. Après, nous avons le script de démarrage, ce qu'on appelle donc les scripts de démarrage par rapport à votre machine. Donc on a le /etc/profil, /etc/profil, n'est-ce pas? Script de démarrage commun à l'ensemble des utilisateurs. Donc le fichier là est commun à l'ensemble des utilisateurs du système, n'est-ce pas? Nous avons le anti-slash, le tilde. Nous avons donc le tilde /bash profile. Le tilde
/.bash_profile. C'est un script de démarrage spécifique à un utilisateur. Ça aussi, c'est un script spécifique à un utilisateur. Après, nous avons le fichier aussi ~profile, n'est-ce pas, qui est idem, mais du standard ISO, il n'est pris en compte que si le fichier ~.bashrc n'existe pas. Donc le point profile n'est pris en compte si le point bash profile n'existe pas. Dans ce cas maintenant, c'est le point profile qui est utilisé. Donc on a le $env, un script déclenché pour toute instance du shell, y compris le shell de connexion. Donc ça c'est le $env, $, de la variable d'environnement. Donc après nous avons les commandes. Parmi ces commandes-là, nous parlons de la commande whereis. Whereis est une commande qui recherche l'emplacement d'une commande. Whereis ls, whereis pmwd, whereis wc, etc., etc. Donc, qui va permettre de rechercher dans quel répertoire ce fichier-là, cette commande-là se trouve en quelque sorte. Après, nous avons la commande alias. Les commandes alias. Créer un synonyme d'une commande. C'est-à-dire, donc, si j'utilise, à chaque fois j'utilise ls-l par exemple, je crée une alias de cette commande ls-l, de telle sorte que j'appelle cette alias-là ll. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, au lieu d'utiliser ls-l, je vais utiliser tout simplement ll. Mais il faut savoir aussi définir les alias, parce qu'il y a des alias que si vous les définissez, ils ne sont utilisables que sur le terminal où vous les avez définis. Après, nous avons aussi les commandes unalias. Un alias, c'est tout simplement le contraire suppression. Donc, on va supprimer notre alias. Nous avons aussi les commandes anti/cmd, c'est-à-dire anti/ le nom de votre commande. Interprète la commande cmd et non pas l'alias, n'est-ce pas, de même nom. Donc, dans ce cas-là, il va interpréter la commande cmd, mais il ne va pas interpréter l'alias qui a le même nom. Parce que vous pouvez définir une alias où vous avez le même nom, n'est-ce pas? Dans ce cas, il y a une autre commande qui a le même nom, alors que l'alias que vous avez défini n'est pas lié à la commande en question. Dans ce cas maintenant, vous utilisez un anti/ et là, il va interpréter la commande en question et non l'alias. La commande type affiche la nature d'une commande, le type d'une commande. Si je veux savoir quel est le type d'une commande interne, externe ou alias externe, je vais utiliser tout simplement type pour afficher la nature de ma commande. Après, nous avons troisième élément ou quatrième élément où on parle de l'éditeur VI. L'éditeur VI. Voilà donc pour l'éditeur VI. Qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui est dit au niveau de cet éditeur VI là? Donc, les commandes fondamentales. Donc, par rapport à cet éditeur-là, on parle cette fois-ci donc des commandes fondamentales. Et par rapport, toujours on commence par le clavier, les flèches de redirection du clavier, flèche gauche, flèche droite, en haut, en bas, etc. Ou bien tout simplement les touches HJKL qui permettent donc de faire un déplacement dans les quatre directions, au niveau de cet éditeur VI. Si vous éditez un fichier avec VI ou Vim, etc. On a le I, le caractère I, qui permet donc d'insertion avant le curseur. Donc si vous éditez un fichier avant de pouvoir insérer le curseur, il faut appuyer sur la touche I. Insertion après le curseur, c'est la touche A, n'est-ce pas? J'insère après le curseur, c'est la touche A. La touche grand J majuscule, jointure, n'est-ce pas? Jointure dans la ligne courante et de la ligne suivante. Jointure, c'est-à-dire donc je fais une jonction entre les deux lignes là. Le X, c'est la suppression des caractères courants. Si on met un DD, n'est-ce pas, c'est une suppression de toute la ligne, n'est-ce pas? On verra peut-être en pratique et autres, on peut voir ça en fait. Après, si on met un U, ça permet de faire quoi? Annule la dernière modification. Vous éditez un fichier avec VI, vous modifiez à un certain niveau, vous avez fait erreur, et vous voulez annuler, vous faites échappe et vous faites U seulement et va annuler la dernière modification que vous avez faite. Si on met un point deux points en fait, Q et point d'exclamation, c'est-à-dire j'abandonne. Je peux quitter mais je ne veux pas enregistrer, j'abandonne complètement. Si on met un deux points W, Q,
Là maintenant, on va sauvegarder et on sort de votre éditeur. On sauvegarde toutes les modifications que vous avez faites et on va sortir donc de l'éditeur. Donc la remarque qui est faite à ce niveau-là, c'est quoi? Les commandes d'insertion A et I basculent l'utilisateur dans le mode insertion. On sort de ce mode par la touche échappement. Donc la commande 2.wq et 2.q point d'exclamation apparaissent en bas de l'écran. Il faut donc à la fin les valider. Donc à chaque fois que vous faites un échappe 2.wq, il faut valider. Ou bien vous faites échappe 2.q point d'exclamation, il faut valider. On ajoute le point d'exclamation au cas où vous avez fait des modifications, etc. Et vous voulez abandonner ces modifications-là. Vous ne voulez pas les enregistrer. C'est en ce moment-là, il faut ajouter le point d'exclamation dans votre Q là. Excusez-moi, voilà. Donc, après, on a le manuel en ligne. Voilà, donc par rapport à cette commande VI, vous pouvez avoir plusieurs documentations en ligne que vous pouvez trouver au niveau de ces liens-là qui sont donnés dans le support. Après la commande VI, on parle maintenant de la commande find. La commande find, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui permet de faire de la recherche, qui permet donc de rechercher. Donc la commande find recherche des fichiers dans une arborescence. Recherche donc des fichiers dans une arborescence. Par défaut, elle n'affiche que le chemin des fichiers trouvés en fonction des critères de recherche donnés. Donc vous avez un critère de recherche totaux dans un ensemble de fichiers. Donc il va m'afficher en fonction des critères donnés, il va afficher le résultat trouvé. Elle peut également exécuter des commandes sur chaque autant pour moi des fichiers trouvés. Voilà, vous faites un find et vous exécutez des commandes. Ça aussi c'est possible. En trouvant, exécute telle action. On vous dit quoi? Recherchez tous les fichiers qui commencent par Toto par exemple et à la fin vous les supprimez. Donc là il faudra filtrer après maintenant et vous faites la suppression parce que vous faites le résultat d'une commande que vous envoyez en entrée vers une autre commande. C'est un exemple. Vous supprimez ou faites tout ce que vous voulez. Après on a les principaux critères de sélection maintenant de cette commande find. On a le -name fic. -name c'est le paramètre, donc c'est le critère -name dont le nom est fic par exemple. Donc on recherche les fichiers dont le nom est fic. Il est possible d'utiliser des jokers, n'est-ce pas, comme on avait vu les étoiles, les points d'interrogation, les crochets, etc. Mais ils doivent être entre cotes. Les jokers, ils doivent être entre cotes. On peut faire quoi aussi? -type et on donne T. On recherche les fichiers d'un type particulier. F pour fichier ordinaire et D pour répertoire par exemple, file. On fait -size, la taille. On recherche les fichiers ayant une certaine taille. Par défaut, la taille est indiquée en bloc de 512 octets, n'est-ce pas? Et il est possible aussi de spécifier un préfixe. C pour dire quoi? Octet, K, kilo-octet, M pour dire méga, G pour dire giga-octet, etc. On peut dire aussi le -groupe, toujours ce sont les critères de recherche, de sélection. -groupe avec G par exemple, pour paramètre G, on recherche les fichiers appartenant au groupe G. -user U, on recherche les fichiers appartenant à l'utilisateur U. Ou bien -permis D par rapport donc au droit de permission. -mtime N, on recherche donc les fichiers modifiés à une date donnée, il y a N jours par exemple, etc. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, etc. Donc comme remarque, quand un argument est numérique, exemple celui de mtime, de -mtime, il peut être précédé de plus ou de moins, n'est-ce pas? Pour indiquer un seuil minimal ou au contraire donc une valeur maximale, ainsi donc -mtime plus 5, n'est-ce pas, signifie que l'on recherche les fichiers modifiés il y a au moins 5 jours, n'est-ce pas? Il y a au moins 5 jours. Vous voyez donc avec mtime, on peut donc précéder donc d'un argument numérique avec plus ou moins. Après aussi on a des critères d'action.
comme tout à l'heure on a dit, on peut exécuter après faire une action et exécuter une commande. On a le moins print, on demande d'afficher par exemple. Affiche donc le chemin des fichiers trouvés. On vous dit on find et on vous dit moins print. Affiche-moi ce que vous avez trouvé. Le moins exact CMD, on le met entre accolades. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Exécuter la commande CMD, n'est-ce pas? Pour chaque fichier trouvé. Donc vous avez vu donc au moins exact. On met en find, on recherche une information selon un critère de recherche, de sélection, et on exécute une commande. Moins OK CMD entre crochet et le anti-slash de fin, point virgule. Tous ces éléments-là sont importants et sont dans la syntaxe. Idem, mais avec demande de confirmation. Si on fait avec l'option moins OK CMD, il y aura donc la demande de confirmation qui est nécessaire. On a aussi les opérateurs. N'est-ce pas? Le moins A, qui est un et par défaut. Le moins O, qui est un ou par défaut. Le point d'exclamation, une négation. Le anti-slash parenthèse, point anti-slash parenthèse de fin, c'est pour les expressions entre parenthèses. Donc, il doit être mis entre côtes. Et pour aller plus loin aussi par rapport à toutes ces informations, une documentation sur Internet, par rapport à la commande find et autres, vous est proposé. N'est-ce pas? Donc, c'est ça que nous avons par rapport donc à tous ces, au contenu de ce premier chapitre-là, n'est-ce pas, que nous avons pu aborder. Maintenant, on termine ce premier chapitre par un atelier. Ce qu'on appelle ici un atelier qui est genre un ensemble de questions-réponses, n'est-ce pas, d'exercices en quelque sorte, de pratiques et autres que vous pouvez pratiquer et en même temps obtenir les résultats, etc. Donc l'atelier aussi que nous avons va porter sur 5 étapes. La première étape va parler des commandes de gestion de fichiers et des répertoires. La deuxième étape des utilitaires. La troisième étape parle du shell, de l'éditeur de VI et de la commande find. Donc les 5 étapes vont porter chaque étape sur un point abordé déjà au niveau du cours. Donc la première étape, les commandes de gestion de fichiers et de répertoire. Première question, c'est quoi? Dans quel répertoire suis-je? Pour répondre à cette question-là, c'est la commande pwd. Parce que c'est elle qui me permet d'avoir quel est mon répertoire de travail, quel est mon répertoire courant, pwd. Donc, on met un pwd, on obtient un résultat. Deuxième question, je copie le fichier /etc password dans le répertoire courant et je nomme la copie mot de passe. La copie mot de passe toujours dans un premier temps, je fais une erreur, n'est-ce pas, dans le nom du fichier. Donc, si je fais une erreur dans le nom du fichier, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? On met quoi? cp /etc password espace, on donne mot de passe. Donc là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire no such file or directory. Il va me dire quoi? Il va me dire que mot de passe n'existe pas. Il me dit, autant pour moi, la commande cp cannot copy, etc. Parce que etc password, comme, excusez-moi, etc password, comme on l'a écrit, la syntaxe là n'existe pas. Pas. Password, il n'y a pas le OR. C'est directement WD. C'est vrai. Donc là maintenant, si on corrige, parce que la destination peut ne pas exister, lui, la commande, elle va le créer. N'est-ce pas? Mais si vous avez une erreur de syntaxe au niveau de la source qui est censée exister, c'est là où l'erreur va être déclenchée. N'est-ce pas? Donc, après, on a quoi? On a après, on a la commande, si on met un cp, dans /etc passe wd, la bonne syntaxe, et là maintenant vous verrez que on obtient donc un mot de passe, on obtient donc l'information qui est correcte. Donc la remarque, les commandes Unix ne sont pas bavardes. Les commandes Unix ne sont pas bavardes. Quand elles se terminent correctement, n'est-ce pas? Ils ne sont pas bavardes, donc quand elles se terminent correctement, il n'y a pas de blabla. Tout est correct, il te donne le résultat.
Inversement, une erreur provoque l'affichage d'un message explicatif. Donc, un message qui va vous expliquer quel genre d'erreur vous avez. Troisième question, c'est quoi? Je copie les fichiers etc /etc group et /etc profile dans le répertoire courant, qui est mon répertoire point. Je conserve donc leur nom d'origine. Pour ce faire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout simplement la commande cp espace /etc /group espace /etc /profil espace et tu mets point. Le point pour spécifier ton répertoire courant. Le point, ça a un sens. Quatrième question, c'est quoi? Je liste les fichiers présents dans le répertoire. ls. Je mets la commande ls tout simplement et j'obtiens donc tous les fichiers présents. Cinquième question, c'est quoi? Je liste les fichiers en affichant leurs attributs. Je liste les fichiers en affichant leurs attributs. Qu'est-ce que j'ai fait? ls-l. Donc, il va m'afficher tout attribut donc de toutes les informations avec leur attribut. C'est-à-dire donc, elle va faire un affichage beaucoup plus détaillé donc de tous les fichiers et les répertoires qui se trouvent de votre répertoire actuel. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On fait donc, je liste l'ensemble des fichiers du répertoire, y compris les fichiers cachés. Je liste donc l'ensemble des répertoires et les fichiers du répertoire, y compris ceux qui sont cachés. Sous Linux, donc, pour afficher les répertoires cachés, on utilise la commande, l'option "-a" de la commande ls. Donc, si je veux afficher tous les répertoires cachés, y compris ceux qui sont cachés, j'utilise tout simplement la commande ls. "-a avec l'option "-a". Et donc, cette option "-a là donc va me permettre d'afficher donc donc tout ce qui est caché. Et un répertoire ou un fichier caché sous Linux commence par un point. Ça, je pense que tout le monde connaît ça peut-être, ou au moins. Donc, après, si je peux combiner aussi plusieurs et avoir tous les critères, tous les attributs autant pour moi, en faisant quoi? ls-a espace -l. Ça, donc, c'est une façon beaucoup plus listée, détaillée. Mais on peut combiner, concaténer les options en faisant ls-al. On concatène les options ls-al. Ça sera la même chose. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus détaillé. Tous les fichiers cachés et avec tous les détails autant pour moi seront affichés. Donc, c'est ça que va faire l'option -al. Septième remarque ici qu'on a dit, quand on spécifie plusieurs options, il est possible de les remplacer, n'est-ce pas, de les ressembler autant pour moi, derrière le caractère moins. Donc, si vous voulez lister, parce que la lisibilité aussi c'est importante, n'est-ce pas, au lieu de lister -a, -l, -h, etc. Il faut tout combiner. On combine tout et là on aura à faire quoi? On aura beaucoup plus de lisibilité. Il suffit tout simplement de les précéder du caractère moins. Septième question. Je crée le répertoire qui est nommé un répertoire. Je liste les fichiers, n'est-ce pas? Mon nouveau répertoire apparaît. Oui, pour ce faire, je fais la commande mkdir espace un répertoire. Mkdir, comme on l'a dit, qui permet de créer un répertoire. La commande mkdir qui permet donc de créer un répertoire. Après, nous avons ls-l. Je vais lister. En listant donc avec ls-l, je vais obtenir en même temps mon répertoire que je viens de créer sera dedans. Donc, c'est ça que je fais. Si tu fais ls-l, tu verras que dans la dernière ligne ici, tu as un répertoire qui est affiché. Je peux faire aussi ls-f. ls-f, j'affiche directement le répertoire que je viens de créer et vous verrez que le répertoire est là. Un répertoire est là et ça va s'afficher directement. L'autre point, question 8, c'est quoi? Je copie le fichier groupe en G2. Je détruis le fichier groupe et je renomme G2 en groupe.
Pour ce faire, je fais ls au départ et je vois que groupe est là, affiché. Je fais un cp groupe espace G2. Si je répète ls, vous verrez que j'ai G2 ici et j'ai groupe en même temps. Et donc, il faut qu'on m'a dit de supprimer maintenant le fichier groupe. J'utilise la commande rm-i et je fais groupe. Et là, il me dit quoi? Remove, regular file, etc. Oui ou n, je mets n. Et je fais quoi? Alias. On définit une alias, rm égale à quoi? rm-i. On met un nom et on revient. Pour faire quoi? Pour créer une alias. rm égale à rm-i. Si on refait un rm groupe, il nous définit ça et on valide. On obtient un alias de rm. Je supprime l'alias. Si je fais un rm de groupe par exemple, et je fais quoi? J'obtiens, le résultat est bon. Et si je fais un ls, vous verrez que groupe n'existe plus. Donc tous ces éléments de dialogue là, on faisait quoi? On annulait. Pour vous quoi? Je peux créer aussi une alias, mais je peux supprimer aussi l'alias en même temps, etc. pour faire le dialogue là. Si je veux renommer maintenant groupe 2 en groupe, je fais quoi? mv groupe G2 espace groupe. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc, si je fais un ls, vous verrez que groupe va revenir ici et G2 va disparaître parce que je suis en train donc de renommer. Attention, la destruction d'un fichier par la commande rm est très dangereuse. Tout à l'heure, au début de la présentation, je vous avais dit même de faire très attention avec la commande rm. Parce que si vous supprimez, c'est fini. Il n'y a pas donc de possibilité de faire machine arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de CTRL Z, etc. Donc, une fois que c'est fait, c'est fini. Le plus souvent, donc, la commande ne vous demande aucune confirmation. RM ne demande aucune confirmation. Elle fait son travail et c'est point final. Donc, si l'on veut être sûr d'en avoir une, il faut utiliser l'option "-i". C'est en ce moment-là qu'il faut utiliser l'option "-i" de la commande rm pour voir si maintenant, pour avoir la confirmation que je supprime ou pas. Et ça va vous permettre de bien vérifier qu'est-ce que vous cherchez à supprimer avant de valider. Une autre possibilité est de protéger aussi le fichier en écriture. N'est-ce pas? L'emploi d'alias aussi pour masquer l'utilisation d'une option et la rendre implicite. Les alias ne sont valables que pour la session. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en définissant les alias. Si vous définissez une alias sur un terminal directement, cet alias-là n'est valable que sur la session de ce terminal-là. Donc, les alias ne sont valables que pour la session. Hein. Il faut donc les sauvegarder dans le fichier /_.basprofile. Si vous voulez que l'alias reste toujours, il faudra le sauvegarder dans le fichier /basprofile. Neuvième question, on a dit quoi? On se déplace dans le répertoire usr bin, n'est-ce pas? On visualise les caractéristiques donc du fichier who et on revient dans le répertoire d'accueil. Donc je fais un cd usr bin pwd, j'affiche mon répertoire de courant. Si je fais un ls-l de who, j'obtiens donc tous les éléments, les attributs en fait de who. Je fais un cd, c'est-à-dire donc je reviens dans mon répertoire de départ, d'accueil de départ. Je fais la commande, 10e question, visualiser le type de fichier. Voilà, bon, voilà, avec who, une commande et etc ici, donc un fichier texte. Je mets un file, donc ça me retourne quel est le type de fichier, quel est le type de fichier en quelque sorte. Voilà, who, etc. Il me dit, machin, c'est un fichier exécutable, etc. Si on fait un file de etc ici, il me dit quoi? C'est un fichier texte. Voilà, donc si je fais un who d'une commande, who, un file de la commande who, il me dit que c'est un exécutable. Donc c'est une commande. Un file de etc ici, il me dit que c'est un fichier texte, un ASCII texte, n'est-ce pas? Normal. 11e question, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit visualiser le contenu d'un fichier page par page. Je fais un more. La commande more, etc ici, il va me permettre donc de visualiser le fichier contenu page par page. Donc,
Deuxième tâche, la deuxième tâche ici donc parle des utilitaires. Afficher les premières lignes du fichier etc service. Head/etc service. Donc, les premières lignes, c'est la commande head. Afficher les dernières lignes du fichier etc service, la commande tel. Il va m'afficher les dernières lignes du fichier etc service, la commande tel. Troisième, afficher les lignes du fichier etc service qui contient la chaîne HTTP. Donc, je fais un grep HTTP dans etc service. Je recherche. J'affiche un grep. Idem, mais on ne tient pas compte de la casse. Donc, si on ne peut pas tenir compte de la casse, parce qu'avec le etc service, ici donc, on fait quoi donc? On met un HTTP au moins i, HTTP/etc, etc. Donc, si on met au moins i, on ne tient pas compte de la casse. N'est-ce pas? Donc là, que ce soit majuscule ou minuscule, il va nous afficher tout. Donc, c'est l'exemple ici en haut, on n'avait pas précisé la casse. Vous avez vu donc le résultat ici, il n'y avait que du HTTP majuscule. Alors que ici, le résultat, il y a un HTTP qui est en minuscule qui est là, par exemple. Cinquième question, afficher les lignes du fichier etc service qui commence par HTTP. Grep, là maintenant, il y a les caractères, les jokers, etc. qu'il faut utiliser, les caractères spéciaux. On met un grep entre côtes, chapeau, HTTP. Dans le fichier là, donc tout ce qui commence, le chapeau, tout ce qui commence par HTTP. Mais il doit être tous entre anticodes. Afficher les trois dernières lignes du fichier etc HTTP. Trier, short. Donc je dois trier d'abord le fichier etc service, short, etc service. Je mets un pipe et je mets tel -3. Afficher les trois trier. Tel -3. Parce que la sortie du tri sera comme entrée de la commande tel 3. Les trois premières lignes de ce fichier-là, trier. Afficher, trier en fait, page par page, les lignes du fichier etc service qui ne commencent pas par dièse. Qui ne commence pas par dièse. Donc c'est le grep -v. -v de entre griffes, chapeau dièse. -v, donc l'option -v de grep va dire ne commençant pas par quoi? Un dièse. Chapeau dièse de etc service. Et je mets un pipe, je mets un short, je mets un pipe, je fais un more. Donc une fois que je recherche, tout ce qui ne commence pas par dièse, je vais les trier d'abord. Après je vais les afficher avec la commande more. Donc, j'affiche directement sur le terminal. Huitième question, afficher le nombre de lignes, de mots et de caractères. C'est la commande WC de etc service. Il va m'afficher le nombre de lignes, le nombre de mots, le nombre de caractères de ce fichier-là. Neuvième question, afficher uniquement le nombre de lignes du fichier etc. Donc, c'est l'option -L de fichier etc, de la commande WC sur le fichier etc service. L'option -L. Donc, étape 3, ce qui parle du shell, utilisation des redirections. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On redirige la sortie de la commande cal, n'est-ce pas, dans le fichier. On visualise aussi le fichier ainsi créé. Donc, si je fais un cal supérieur à cal.txt, on fait un more. Cal, c'est la commande qui permet d'afficher le calendrier. Si on fait un more sur cal.txt maintenant, là vous avez vu donc qu'il va afficher le calendrier, ce qui a été rangé dans le fichier cal.txt. On redirige le résultat de la commande date dans le fichier, dans le même fichier en quelque sorte. On perd l'ancien contenu. Là, on fait un date supérieur à cal.txt. Si on fait un date de cal.txt, on affiche dans le terminal, on n'obtient que la date. Parce que quoi? Parce qu'on a écrasé le contenu actuel qui était là-bas. Mais si on voudrait le faire sans écraser, c'est l'étape suivante, il faut doubler le caractère supérieur. Donc, on redirige le résultat de la commande qu'elle dans le fichier, dans un fichier, on y ajoute le résultat de la commande date. Je fais un cal supérieur à histo.txt. Je reviens encore, je fais un date. Cette fois-ci, pour ne pas écraser le contenu de histo.txt, je vais doubler le caractère supérieur. On le double. Et une fois, parce que doubler, ça veut dire qu'il va aller insérer à la fin du fichier. Si on fait un more, vous verrez que il va m'afficher le calendrier, ce qui a été rangé en premier. Et en deuxième lieu, il va nous afficher la date qui est en fin ici. Petit d, on supprime le contenu du fichier history par une redirection. Je fais supérieur history.txt directement. Si je fais un more, tout est écrasé. Donc, si tu veux supprimer le contenu de redirection, tu fais directement par une redirection, tu fais directement supérieur.
et tu donnes le fichier en question, tout est supprimé. On affiche donc le résultat d'une commande page par page. Je fais un cal de 2000, pipe mort. Donc les 2000 pages par page, donc il va m'afficher donc le calendrier 2000 de l'année 2000 page par page. Après, deuxième point, ce sont l'utilisation donc des jokers. On affiche les commandes commençant par A du répertoire /bin. Tout ce qui commence par A. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un CD /bin, on fait un ls A étoile. Le étoile tout à l'heure, c'était un joker qu'on avait dit tous les caractères. Quelconque. Il va nous afficher donc tout ce qui commence par A. On affiche les commandes composées de 5 caractères. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un ls, point d'interrogation, 5 fois. Donc, il va nous afficher tous les fichiers ou bien les répertoires qui n'ont que 5 caractères. On affiche les commandes de 2 caractères et commençant par E. Qu'est-ce qu'on fait? LSE, point d'interrogation. Il va nous afficher donc tout ce qui commence par, qui a 2 caractères et qui commence par un E. On affiche les commandes commençant par W, ou par un X, ou par un Y, ou par un Z. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un ls, entre crochets, on liste ce qu'on veut. W, X, Y, Z, et on fait étoile à la fin du crochet. Du coup, donc, il va nous afficher tout. Ou bien, on fait quoi? On fait ls de quoi? Crochet, W moins Z. Et on ferme. Après, on fait étoile. Pareil aussi, il va nous afficher toutes ces informations-là. Donc, la remarque pour les jokers, dans un joker crochet, un ensemble de caractères peut être précisé en spécifiant les bornes séparées quoi donc par le caractère moins. On affiche les commandes qui ne commencent pas par une lettre comprise entre A et V. Si je fais un ls entre crochet point d'exclamation A moins V étoile, ne commençant pas par A jusqu'à V, donc tout ce qui est entre A jusqu'à V, il va m'afficher tous les fichiers qui ne commencent pas par ça, point d'exclamation, la négation, n'est-ce pas? Donc dans les jokers, etc., un point d'exclamation signifie la négation, voilà. Donc troisième point, utilisation des caractères de protection, le backslash, l'anti-slash, le backslash. Donc demande au shell de ne pas interpréter le caractère suivant. Dans l'exemple, on essaie donc de créer un fichier commençant par un dièse qui normalement débute un commentaire. Donc si je fais un touch dièse commentaire, touch donc file argument missing, il me dit donc file argument missing. Donc parce que le touch permet de créer un fichier vide. Si donc je ne précède pas l'argument par un anti-slash, il va pas l'interpréter. Parce que il va considérer que c'est un commentaire, donc touch n'a pas d'argument, donc il ne va pas créer. Si je fais maintenant un touch anti-slash dièse commentaire, là il va le créer. Et si vous faites un ls-l, donc tout ce qui est commande étoile, tout ce qui a un précédent étoile, qui a comme étoile encore, vous verrez que commentaire est là dedans. Le rôle aussi des étoiles et autres. Donc, petit b, les simples codes, en fait, les codes simples, protègent un ensemble de caractères. Dans l'exemple, on crée donc un fichier dont le nom contient quoi? Des espaces. Touch, on a dit quoi? Fichier dont le nom contient des espaces. On fait un ls-l de espace et on obtient donc ces informations-là. Étoile, espace, étoile, donc tout ce qui contient étoile, etc. Donc ça, c'est le rôle des codes simples ou bien des doubles codes. Donc pour les doubles codes maintenant fonctionnent comme les simples codes, excepté que le caractère $ qui réfère les variables est interprété. Ici donc on a écho mon répertoire de connexion et je mets quoi? $home. $home, etc. ça sera la valeur de ce $home là qui sera affiché. Donc mon répertoire de connexion est quoi? Et /home/guest. Parce qu'il y a le $ qui est précédé. Après on a quelques autres caractères. Les points virgule séparent les commandes. Écho, voici la date, 2 points, point virgule date.
Donc, écho, voici la date, 2 points. À la ligne, on a dit quoi donc? Il affiche la date. Donc, le point virgule va faire quoi? Va séparer les commandes. Les anticodes permettent d'interpréter une commande dans une commande. On génère ainsi dynamiquement des arguments. Donc, de façon dynamique, on peut générer des arguments avec des anticodes. Ici, quand on a dit écho, voici la date, 2 points, on précise 2 anticodes et on met date. Donc, les dates là, maintenant, ça sera interprété par la commande. Donc, il faut maintenant faire quoi? Il faut que le résultat soit affiché directement à l'intérieur de la commande date. Donc, cette fois-ci, donc, la commande date est interprétée. Visualiser les variables home. Écho $home. Donc, va permettre d'afficher la variable d'environnement home. Visualiser le répertoire de connexion. Écho tilde. Là aussi, il va afficher le répertoire de connexion. Donc, 5e point, c'est quoi? Activer une commande, utilisation donc du path. On essaie donc de connaître la version de la commande d'administration ifconfig qui normalement affiche la configuration IP. Si je mets ifconfig - version, il me dit .bash ifconfig command not found. Remarque, donc la commande a échoué car elle ne fait pas partie des répertoires mentionnés dans la variable d'environnement. Elle ne fait pas partie des répertoires qui sont dans la variable d'environnement. Donc la question suivante, c'est quoi? On recommence, mais on précise le chemin absolu. On recherche d'abord l'emplacement de la commande, n'est-ce pas? Grâce à la commande whereis. Donc si je fais un whereis ifconfig, il va me donner donc l'emplacement de cette commande-là, sbin ifconfig, ou usr char man 8 ifconfig, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est la commande. C'est quoi? C'est le /bin ifconfig. Donc, si je fais maintenant, en précisant le chemin absolu, je mets /bin ifconfig - version. Là, maintenant, vous verrez qu'il va me donner, c'est de NetTools de 1.60. Parce que ifconfig aussi, c'est une commande qui appartient à NetTools. Pour l'avoir, il faut au préalable installer NetTools, n'est-ce pas? Après, on fait quoi? On recommence, mais au préalable, on se déplace dans le répertoire sbin. Donc, si on met config - version, il me dira toujours command not found. Si je fais maintenant un /ifconfig - version, là maintenant ça va marcher parce que de mon répertoire, je lui ai précisé /. Donc, de mon répertoire courant, j'utilise la commande ifconfig. Et là, donc, le résultat va s'afficher correctement, le /. Petit d, qu'est-ce qu'on a dit? On affiche donc et on modifie le pass avant d'essayer de nouveau l'activité donc de la commande ifconfig. Écho $pass, il va m'afficher tout. Je mets $pass égale $pass 2./sbin. Donc j'ajoute le sbin dans le pass parce que je le sépare par 2.sbin. Donc si je viens maintenant, à chaque fois que je répète un ifconfig - version, vous verrez que ça passe directement parce que j'ai ajouté le dossier qui contient les commandes ifconfig dans la variable d'environnement, dans le pass. Et du coup, donc, la commande, cette fois-ci, donc, la commande ifconfig, je pourrais la taper comme je veux parce que son répertoire est déjà là-bas. Donc, la remarque, qu'est-ce qu'on a dit? La modification de pass est ici transitoire. Si l'on veut qu'elle soit permanente, il faut la mettre dans le fichier ~bash profile, n'est-ce pas, qui est exécuté automatiquement en début de chaque session. Donc, on l'édite dans le bash profile. Votre fichier .bash profile, l'affichage du calendrier. Ensuite, déconnectez-vous. Le calendrier s'affichera lors de votre prochaine connexion. Qu'est-ce que je fais? Je fais un vi ~bash profile et à la fin, j'ajoute la commande cal. Et je mets un exit. Je sors. 5e étape, c'est la commande find. La commande find, donc, créer une arborescence de fichiers. Elle sera utilisée dans les exemples suivants. Je mets un cd, mkdir -p, file, f/image, f/page. Si je fais un cp /etc/group,
f/image, f/f1.png. Je copie donc tous ces éléments-là, cp, etc, groupe, dans le fichier, dans le répertoire f/image, /f2.png. Je copie encore, je fais quoi? Cal le calendrier, donc je mets supérieur f/readme. Je crée donc le fichier readme dans le répertoire f. Cal, je mets f/image/readme. Si je fais un man bash.pipe, donc je rends donc le manuel dans le répertoire readme qui se trouve dans page df.page. Deuxième question, afficher l'arborescence de fichiers créés précédemment. On utilise le chemin absolu. Pour ce faire, je fais quoi? Find /home/guest/f. Il m'affiche donc toute l'arborescence de tout ce qui a été créé précédemment. On utilise un chemin relatif. J'affiche l'arborescence, mais cette fois-ci, il me demande d'utiliser un chemin relatif. Je fais un find f tout simplement. Il m'affiche tout ce qui est à partir de f. Je recherche les fichiers en utilisant leur nom comme critère de recherche. On spécifie le nom exact du fichier. Find f -name readme. Il me recherche donc dans f tout ce qu'il y a comme nom readme. On utilise les jokers pour spécifier le nom des fichiers recherchés. Je fais un find dans le répertoire f. Je recherche dans le répertoire f -name tout ce qu'il y a comme tout ce qui commence par n'importe quoi, mais l'extension est .png. Il m'affiche donc tout ce qu'il y a comme extension .png. Rechercher les fichiers selon leur type. Recherche dans le répertoire, je fais un find. Dans le répertoire F, -type, je mets D, donc qui a comme type D qui sont les répertoires. Rechercher les fichiers ordinaires, -type file, parce que la recherche avec find, le type c'est F, le fichier pour spécifier les fichiers ordinaires. Donc rechercher les fichiers selon leur date de modification, mtime, -mtime plus 5. Donc selon qui ont modifié il y a 5 jours, mais il y a plus de 5 jours, etc. Rechercher les fichiers selon leur taille, par exemple les fichiers les plus de 100 kilooctets. Find dans le répertoire F -size plus 100K. Donc tous les fichiers qui ont plus de 100K, ils seront affichés. Là, ça aussi c'est ce que fait la commande find. Rechercher les fichiers dont le nom ne se termine pas par .png. Donc je fais un find f/image, je recherche dans le répertoire image qui se trouve dans f, point d'exclamation, -name, tout ce qui n'a pas comme nom, étoile.png. Il m'affiche. Rechercher les fichiers dont la taille est inférieure à k et dont le nom est readme. Find dans f, -size, -k, inférieur à k, à 100k, dont le nom est readme. Tout ce qui est inférieur à 100k et le nom est readme. Et je recherche les fichiers aussi dont le nom commence par F et dont le nom est readme. Donc, dont le nom est readme. Qu'est-ce que je fais? La 9e question. Find F image, -name, -f étoile. Et je fais au -o, -name readme. Qui commence et dont le nom est. Donc, je fais quoi? 10e question, lister les caractéristiques des fichiers dont le nom est readme. Je fais un find f, -name readme et j'exécute. Je exec ls-lh parce que je veux avoir les caractéristiques. J'envoie la commande ls-lh, mais cette fois-ci, les accolades, on n'oublie pas, accolade ouvrante, fermante et le anti-slash, le point-virgule à la fin. Ça aussi c'est important. Et j'obtiens donc toutes les caractéristiques dont le nom est readme, donc dans le fichier, dans le répertoire F. Voilà, donc c'est ça qui met fin à cette première séquence de vidéo pour ce premier chapitre avec les exercices, pour ne pas avoir trop de vidéos trop long autant pour moi. Voilà, donc pour ne pas avoir de vidéos trop longues, nous allons nous arrêter là et préparer d'autres vidéos pour les chapitres à venir. Donc merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Merci.